bonjour à tous. Bonjour, on vous entend bien. Super, parfait. Écoutez, je vais introduire cette dernière séance, ce dernier webinaire du cycle organisé par la Delpat. Bonjour Mathieu. Qui est sur le Soudan pour le coup. Voilà, donc je sais pas si tout le monde a pu faire l'ensemble du webinaire, mais c'est un cycle qui est quand même assez riche et qui était assez intéressant. Donc voilà, je vais vous faire un petit mot introductif et je laisserai la parole au lieutenant Mathieu Pépé de la Delpat pour vous lancer sur ce sujet. Donc aujourd'hui, on va traiter notamment du Soudan. Donc depuis 2023, le Soudan est plongé en fait dans un conflit qui est dévastateur, qui oppose finalement deux anciens alliés militaires. Et en fait, au-delà de cette rivalité de pouvoir, cette guerre révèle donc des fractures profondes, des inégalités territoriales, des tensions identitaires et une marginalisation durable, notamment des populations. Donc les conséquences humanitaires sont dramatiques. Mais pourtant, il y a une autre victime, souvent moins visible, qui est aujourd'hui gravement menacée. C'est évidemment le patrimoine pour lequel on est réunis aujourd'hui. Un patrimoine historique et culturel, parce que le Soudan possède un héritage notamment exceptionnel, vieux de plusieurs millénaires. Des royaumes antiques comme Kerma, Napata ou Meroé ont marqué l'histoire de l'Afrique et du monde, et leurs vestiges, les pyramides, les temples, les inscriptions, témoignent également d'une civilisation riche, innovante, mais longtemps méconnue. Donc aujourd'hui, ces sites sont en danger. Les combats, le manque de protection et l'instabilité fragilisent leur conservation. Des lieux emblématiques pourtant inscrits au patrimoine mondial qui risquent d'être endommagés, voire détruits ou pillés, voire tout simplement oubliés in fine. Donc ce webinaire sera présenté par le lieutenant Pépé, que je ne présente plus, lui pour le coup, parce que tout le monde le connaît, je pense, maintenant, officier de la délégation du patrimoine de l'armée de terre, qui apportera son éclairage sur les enjeux culturels et patrimoniaux liés à son conflit. Voilà, mais je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je vous laisse entre les mains du lieutenant Pépé. Bon webinaire. Merci Marie pour cette très bonne introduction. J'espère que vous m'entendez correctement. Je suis désolé, on est sous les combles aux Invalides, donc je suis obligé d'avoir le ventilateur. Donc j'espère qu'il n'y a pas de bruit parasite. Je vais essayer donc de vous partager mon écran et après on va commencer. Allô. Euh, hop. Est-ce que vous voyez normalement, oui, mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Pas du tout. Ça charge, Mathieu. Ouais, On ça voit prend. ton écran. Ça y est. C'est bon, j'ai un vieil ordinateur, c'est pour ça. Alors, merci à tous d'être là déjà pour ce dernier webinaire de l'année où on a fait un bon tour du monde. Malheureusement, j'ai été un peu pessimiste des destructions, mais aussi un petit peu optimiste dans le sens où il y a des actions qui sont mises en place pour la protection des biens culturels. Et le Soudan n'échappe à aucune de ces deux dynamiques. Alors, c'est un sujet, même pour nous, au niveau de la Delpat, en fait, que j'ai non pas, si, un petit peu quand même découvert en faisant des recherches pour cette conférence, que c'est vrai que c'est un conflit sur lequel on se penche moins. Alors au niveau de l'armée de terre, moins parce que c'est une zone qui est moins dans notre champ d'action. Donc forcément, ça nous oblige à ignorer certaines parties, malheureusement ignorer certaines parties du monde qui sont tout aussi en proie au conflit, si ce n'est plus par moment, et où le patrimoine est évidemment et malheureusement pris pour cible. Donc nous-mêmes à la DEPAT, on a un petit peu redécouvert ce qui avait été commis comme destruction et puis redécouvert aussi les actions qui sont mises en place pour la protection. Et donc c'est tout l'objectif de cette séance. Et pour commencer peut-être pour celles et ceux comme moi qui ne sont pas des spécialistes de cette zone, un petit point géographique, culturel, ethnique et évidemment géopolitique de la situation au Soudan. Alors, le Soudan, il est
situé à la confluence entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Donc on compte dans ce pays à peu près un peu plus de 50 millions d'habitants qui sont à 97% musulmans. J'insiste sur cet aspect-là et sur les aspects qui vont suivre parce que ça joue un rôle primordial dans les actions de destruction du patrimoine. Un peu comme d'ailleurs dans tous les cas qu'on a pu observer ces derniers mois. Et donc c'est un pays qui est très divers sur le plan culturel, sur le plan linguistique, sur le plan ethnique. La structure, l'identité soudanaise, elle se structure autour d'appartenances tribales, notamment, et donc on compte à quelque chose près, on compte 570 tribus et 125 langues dans le pays. Donc, on parle souvent sur le plan culturel du Liban, où il y a 18 communautés religieuses reconnues euh, et, euh, et, euh, où c'est une zone où c'est quand même un sacré problème que d'organiser toutes ces sociétés-là. Bon, il y a des pays où il y a encore plus de problèmes de ce type. Et donc ça joue énormément dans les dynamiques patrimoniales. On va le voir tout au long de cette présentation. Alors, on a 70% de la population qui s'identifie comme arabe. C'est un marqueur identitaire qui est déterminant. Dans ce pays, les Arabes, donc les Soudanais arabes, se constituent en fait l'élite intellectuelle et politique du pays qui est centrée donc à Khartoum. Donc, dans le nord-est du pays, qui est la capitale, et cette distinction, pardon, j'ai avancé sur mon propos. Et donc, il y a une distinction entre les minorités arabes et les minorités, enfin la majorité arabe et les minorités non arabes. Donc, les minorités, je vais y arriver, non arabes se concentrent dans la périphérie du pays et sont caractérisées par un mode de vie rural. On peut citer parmi eux donc la communauté Béja qui est localisée au nord-est du pays, les Nubiens qui sont les héritiers de l'antique royaume de Nubie. Donc voilà, un certain nombre de communautés, les Four, les Agawa. Alors s'il y a des experts du Soudan dans l'audience, je vous prie de me pardonner sur la prononciation. Et les Massalites, alors c'est une communauté sur laquelle on va revenir un peu plus tard, qui ont été victimes de génocide pendant la guerre. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, on est dans un conflit qui est latent, puisqu'il remonte quand même à la fin des années 80 et qui est malheureusement loin actuellement d'être résolu. Et donc on a deux entités, je vulgarise vraiment, mais on a deux entités qui s'affrontent. Donc les forces armées soudanaises, donc, qu'on va nommer FAS au long de cette présentation, donc qui sont dominées par les Arabes nilotiques, qui ont historiquement bénéficié en fait d'investissements britanniques concentrés donc dans la vallée du Nil et particulièrement dans la capitale. Donc cette capitale elle concentre vraiment le pouvoir politique, militaire, économique du pays actuellement. Et puis en face on a les FSR, donc les forces de sécurité, les forces pardon de soutien rapide qui sont majoritairement composés d'Arabes du Sahel, donc qui se nomment eux-mêmes Arabes du Sahel, et qui sont principalement concentrés donc dans le Darfour. Et ces communautés-là ont longtemps été marginalisées, tant par l'administration coloniale que par les élites nilotiques, donc, qui ont pris le pouvoir après l'indépendance du Soudan. Et donc, CFSR conteste aujourd'hui ce monopole historique du pouvoir et demande, alors avec violence, un partage du pouvoir. La situation est beaucoup plus compliquée, mais si on doit vulgariser, c'est ainsi qu'on pourrait le définir. Donc voilà, une carte plus détaillée des forces en jeu. Évidemment, chacun des deux camps est soutenu par différents pays. L'objectif ici, c'est pas de refaire tout l'état du conflit actuel, c'est plus que vous ayez une idée de comment se déroule, comment se trouve, dans quel état le pays se trouve actuellement. Donc, les forces armées soudanaises sont commandées par Abdel Fattah al-Burhan et en face, on a les FSR, donc les forces de soutien rapide, qui sont commandées par Mohamed Abdan Dogolo, qui est aussi appelé MDT. Et donc, pour revenir un petit peu sur l'histoire récente du Soudan, en 1989, on a un coup d'État d'Omar el-Béchir, donc qui était jusqu'à il y a quelques années encore le président et donc le chef d'État du Soudan, qui en fait poursuit une guerre civile qui va durer jusqu'en 2005. Donc cette guerre civile, elle oppose principalement le nord du pays, qui est majoritairement musulman, et le sud du pays, qui est majoritairement non musulman, et donc qui est composé principalement d'animistes et de chrétiens.
Cette guerre, elle est entamée au début des années 80, donc c'est pour ça que je dis que c'est un conflit qui est latent. Et donc, El-Béchir, qui prend le pouvoir à ce moment-là, renforce l'idéologie islamiste en armant notamment les milices du Darfour. Les milices du Darfour qu'on appelle les milices Janjaouid et qui sont ni plus ni moins en fait les prédécesseurs des FSR actuels. J'espère n'avoir perdu personne à ce stade. On peut revenir si nécessaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un coup d'État qui instaure un régime autoritaire au Soudan. Et donc 1989-2005, le régime se poursuit. On a des exactions qui sont commises contre certaines populations, des génocides contre les civils, puisque c'est comme ça qu'on doit les nommer. Et à ce moment-là, les forces armées soudanaises et les FSR en devenir, qu'on appelle les milices janjaouites, coopèrent sous l'égide de ce président, donc El-Béchir. Et donc, aux côtés d'éléments de son armée, donc commandés par Burhan, al-Bashir payait des milices locales pour perpétrer une grande partie des combats et des massacres qui entraînent la mort de 200 000 personnes, 200 000 civils et le déplacement de millions de personnes. Donc, on est sur un conflit qui a un impact qui est colossal et qui est finalement assez peu connu historiquement, en tout cas par nous en Europe. En 2005, un cessez-le-feu est signé. Il faut attendre 2011 tout de même pour que le pays soit définitivement coupé en deux. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que le Sud-Soudan voit le jour. Donc, c'est un pays qui est très récent. Alors, de mémoire, je me demande si c'est pas l'État reconnu aujourd'hui par l'ONU qui est le plus récent dans l'histoire. Voilà, pour la petite anecdote. Et donc, 2011, le Soudan et le Sud-Soudan sont séparés en deux États bien distincts. Ce qui n'arrête pas naturellement la dictature qui va se poursuivre jusqu'en 2018 avec des manifestations de la part de la population civile jusqu'à la destitution de El-Béchir, donc en 2019. Et donc on a des manifestations populaires qui conduisent à la chute du régime en avril 2019 qui laisse entrevoir à ce moment-là la possibilité d'un gouvernement démocratique. Alors la chute de ce régime, elle n'est pas due au hasard, elle est instrumentalisée par les forces armées soudanaises donc par Al-Burhan lui-même, qui jusqu'à ce moment-là opérait au nom du dictateur avec les chefs de milice, donc dont notre ami des voilà, je l'ai perdu, dont notre ami Mdeti, pardon. Donc les deux ont instrumentalisé la chute du régime. Euh, Cette instrumentalisation, elle est due au fait que ces milices-là veulent prendre le pouvoir. Et donc, jusqu'en 2021, on a une période supposée de transition du pouvoir des forces armées soudanaises jusqu'à un gouvernement démocratique qui, à ce moment-là, est sous l'égide du Premier ministre Abdallah Hamdok. Et vous le voyez venir, les forces armées soudanaises refusent finalement de céder le pouvoir, organisant de facto en fait un deuxième coup d'État. Et en avril 2023, alors Marie Millet, qui était présente aux 25 ans du Bouclier Bleu hier lors de la table ronde sur le patrimoine en conflit, l'a très bien souligné, donc je m'appuie sur son propos. C'est une guerre que personne n'avait vu venir. Du jour au lendemain, il y a des affrontements entre forces armées soudanaises et forces de soutien rapide. Euh, pour en fait obtenir le pouvoir. Donc on a deux entités maintenant qui sont bien distinctes, qui opéraient jusqu'ici ensemble au nom du régime autoritaire de El-Béchir et qui, d'un coup, en avril 2023, commencent à s'affronter. Donc on a souvent caractérisé ça de guerre civile. Finalement, c'est vraiment une guerre entre deux milices qui prennent la population civile en otage. Donc près de 3 ans après le début du conflit, on compte des dizaines de milliers de Soudanais civils qui sont morts, 12 millions de déplacés et qui provoque donc à ce moment-là, et c'est les Nations Unies qui le définissent ainsi, la pire crise humanitaire au monde. Donc entre-temps, il y a eu d'autres conflits et d'autres massacres à travers le monde qui sont tout aussi gravissimes, mais à ce moment-là, voilà, comment définit les nations, comment définissent les Nations Unies cet épisode-là. Donc c'est un conflit qui est toujours en cours. Et après ce point de situation géopolitique que j'espère était assez clair, on va revenir sur la partie patrimoniale. Donc actuellement, juste pour terminer cette partie géopolitique, les forces armées soudanaises, et donc ça c'est des informations qui sont très récentes, ont repris la capitale Khartoum qui était jusqu'à ce moment-là entre les mains des FSR.
et d'autres villes avoisinantes du centre du Soudan. Tandis que, et on le voit sur la carte, donc les forces de soutien rapide sont emparées de Al-Fasher. Donc vous voyez, je ne sais pas si peut-être vous voyez ma souris, qui sont emparés de Al-Fasher, où il y a du patrimoine malheureusement qui est détruit par les FSR et donc à l'est, à l'ouest du pays. Donc voilà la répartition actuelle assez récente du Soudan, donc une partition entre les deux États. Alors comme on disait, les deux sont soutenus par différents États. L'Égypte, la Turquie soutiennent les forces armées soudanaises, sont soutenus également par le Qatar, l'Arabie Saoudite, tandis que les FSR sont soutenus par les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie, et donc voilà, tous les États en fait avoisinants prennent parti un petit peu à ce conflit-là. Donc voilà pour la partie géopolitique, peut-être pour rentrer vraiment dans le vif du sujet patrimoine. C'était vraiment important cette partie géopolitique pour comprendre la situation actuelle et les destructions qui sont commises à l'encontre du patrimoine. Alors une grande partie du patrimoine, même s'il est hérité de l'Antiquité, donc il y a énormément de sites archéologiques sur l'ensemble du territoire. C'est vraiment à Khartoum que se concentre l'essentiel des sites culturels majeurs. Euh, on compte donc des musées aussi régionaux dans les 18 États du pays, mais vraiment on a une concentration des sites historiques, bibliothèques, institutions universitaires, des musées autour dans et autour de la capitale. Alors parmi eux, pour ne citer que les sites les plus emblématiques, on a naturellement le musée national du Soudan sur lequel on va revenir à plusieurs reprises, le musée ethnographique de Khartoum, l'université de Khartoum également, et donc l'ensemble des bâtiments historiques qui y sont rattachés, qui abritent notamment le musée d'histoire naturelle, les archives nationales et la Bibliothèque nationale du Soudan. Donc on a vraiment tout concentré au même endroit, ce qui en fait une cible d'autant plus stratégique pour les différents belligérants de ce conflit. Mais on peut aussi citer d'autres musées, le musée judiciaire, le musée des femmes et de l'université AFAD, le musée de la police soudanaise, le musée de la monnaie. Voilà, la liste est très longue. Le musée de la maison Khalifa, qui est situé à côté de la ville Omdurman, qui est un point névralgique aussi des conflits, des affrontements entre les deux belligérants. Et évidemment, un richissime euh, euh, réservoir archéologique sur l'ensemble du territoire, donc sur l'ensemble de la vallée du Nil. Là, la carte le montre bien mieux et l'explique bien mieux que moi. Donc vraiment, on est sur 700 kilomètres de haut en bas, du nord au sud, de sites archéologiques qui sont tous emblématiques, dont certains sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc Marie, tu le mentionnais très bien, qui sont centrés sur les anciennes capitales de Napata. On a notamment le site de Jebel Barkal qui est inscrit sur cette liste-là du patrimoine mondial. On a le site, évidemment, de Méroé, qui est peut-être le plus connu de tous. On a aussi le site de Kerma, qui est la première capitale de l'ancien empire Kouch, donc qui s'étend de 2000 à 1500 avant Jésus-Christ. D'Ongola aussi, qui est la capitale médiévale du royaume nubien de Makuri entre 550 et 1350 après Jésus-Christ. Donc, euh, on a aussi donc de nombreuses fouilles donc, qui sont conduites au XXe siècle qui permettent évidemment de mettre au jour ces sites, ces sépultures, ces centres urbains archéologiques. Et donc, voilà, c'est une liste qui est quand même très longue et malheureusement des cibles potentielles de destruction, alors que ce soit des destructions collatérales, mais aussi, et en grande partie malheureusement, de destructions volontaires et qui sont clairement visées par notamment les FSR. Alors, on revient en 2023, un petit peu en arrière dans notre histoire. La guerre commence, donc, comme on le disait, presque sans prévenir. La plupart des premiers combats ont lieu simplement et uniquement dans la capitale, donc à Khartoum, et dans les villes avoisinantes, dont Omdurman, donc, dont on vient de parler. Et un premier raid est également mené sur un aérodrome à Méroé, donc à 400 km au nord, près des musées de Djebel Barkal et Méroé. Donc c'est vraiment les sites les plus emblématiques qui, dès 2023, sont potentiellement sous le feu des différents belligérants. Ces premiers mois conduisent à un exode massif de population, notamment
le personnel des musées et le personnel du NCAM, donc la National Corporation for Antiquities and Museums. On va revenir sur ce consortium d'experts soudanais qui sont soutenus notamment par la France, mais aussi par un certain nombre d'États européens qui apportent financement matériel, soutien humain aussi pour la préservation du patrimoine soudanais et leur action. Et là, c'est purement mon avis, en tout cas du côté militaire. Leur action, elle est assez encore méconnue en dehors du groupe d'experts, des experts français et européens du Soudan. Et donc, ils gagnent à se faire connaître parce que c'est une action qui est vraiment remarquable. Donc, la population est en exode. Naturellement, et pour des questions de sécurité, le personnel des musées également. Donc, vraiment, du jour au lendemain, et encore une fois, je m'appuie sur le propos de Marie Millet, du jour au lendemain, les conservateurs, le personnel des musées n'ont plus accès à leur site. Vraiment, du jour au lendemain, c'est un accès qui est totalement restreint. Et donc, les collections qui sont également menacées par les différents belligérants. Autre point qui m'a été souligné et apporté hier, c'est que en fait, la guerre commence dans un contexte qui est un petit peu dérangeant pour les musées, puisque les musées devaient bénéficier, notamment le musée national de Khartoum, devait bénéficier d'une restauration du site et du bâtiment dans son ensemble, pile poil au moment où le conflit s'est déclenché. Ce qui fait que les œuvres et les collections ont été emballées et mises sous caisse dans les sous-sols ou dans des zones refuges à proximité du musée, ce qui en fait qui amène en fait à faire un petit peu du musée un supermarché pour tous les belligérants qui voudraient se servir ou détruire, parce que tout est à disposition et concentré en un seul et même endroit. Alors le but, c'est pas évidemment de jeter la pierre aux musées ou aux organismes de restauration, c'est juste pour souligner que c'était vraiment une situation qui était encore plus déplorable qu'elle ne l'était déjà à la base. Je ferme cette parenthèse pour continuer sur le propos. Donc, le Musée national du Soudan, c'est un musée qui est fondé en 1971, qui abrite également le Musée national d'histoire de la Nubie. Et ce musée, avant la guerre, possédait près de 100 000 objets. Donc, on est sur des collections qui sont quand même assez conséquentes et qui couvraient des milliers d'années d'histoire soudanaise, donc de la préhistoire à l'Empire couchite, en passant par les royaumes nubiens chrétiens de la période entre 1400 et 1800 de notre ère. Et donc, comme je disais, les galeries du musée avaient été démontées en vue d'une rénovation financée par l'UNESCO, et donc les objets exposés les objets des collections étaient directement exposés à l'ennemi. Donc, ce musée national, il est occupé dès juin 2023. Donc, très rapidement, les FSR occupent ce site-là. Les collections sont soit détruites, soit pillées. On compte 570 objets à ce stade qui ont été retrouvés. Donc, on est vraiment sur un chiffre très restreint de collections qui ont été retrouvées. Et c'est là peut-être que les chercheurs de provenance joueront leur rôle dans les mois et années à venir pour sauver ce patrimoine qui a été soit détruit ou pillé par les différents belligérants. Euh, on a donc voilà, quelques images du musée qui a été totalement détruit. Donc on est vraiment sur des actes qui relèvent de la barbarie. Et donc c'est un site qui a été occupé et de 2023 jusqu'à l'année dernière, au moment où les forces armées soudanaises reprennent le contrôle de Khartoum. Donc on est un peu spectateur de la destruction pendant ces 2 années-là. Là, je vais vous montrer une vidéo qui montre un petit peu les actions des forces de soutien rapide dans le musée. Donc voilà, il y a quelques images un peu graphiques. Donc si certains sont sensibles, voilà, je vous laisse détourner le regard. C'est juste des actes voilà, de destruction. Donc dans la partie d'ethno-archéologie, voilà. Je ne sais pas si le son vous parvient, moi c'est très fort, mais voilà, des actions de destruction. Voilà, les momies sont exposées directement par les FSR qui vont ensuite soit les piller et donc les mettre à la vente, soit carrément les détruire. Et voilà, on est sur l'occupation directe de ces belligérants. Et évidemment, le Musée national du Soudan, l'accès était évidemment interdit aux conservateurs du musée, ça va de soi. Voilà, j'arrête la vidéo, c'est pour que vous ayez une image voilà,
de ce qui a pu être pillé et ou détruit. Et donc, voilà, donc forcément. C'est bon. Alors, et du coup, des images satellites rapportent, et c'est des témoignages récents donc qui datent de 2024, qui rapportent que des camions remplis d'objets, donc d'objets qui viennent du musée national, ont été transportés par les RSF vers l'ouest du Soudan, donc pour être trafiqués et être mis sur le marché noir. Et donc ces témoignages-là ont été notamment obtenus grâce aux renseignements issus de l'imagerie satellite. Il y a même un camion qui avait été intercepté, donc selon ces témoignages, par les forces armées soudanaises, alors qu'il essayait de traverser la frontière vers le Soudan du Sud. Donc, les détails de cette interception n'ont pas été rendus publics, mais c'est une information voilà, qui est parvenue en source ouverte au grand public. Alors, on a un problème d'accès aux sources, donc vous imaginez bien que si les autorités soudanaises elles-mêmes ont du mal à accéder aux sources, c'est encore plus difficile pour les conservateurs de savoir ce qui se passe concrètement au sein de leur musée et encore plus difficile pour les différents partenaires étrangers, aussi volontiers soient-ils, d'obtenir ces informations-là. Donc il est très difficile en fait d'avoir un état global des destructions au Soudan tant que le conflit est en cours, parce qu'évidemment les frontières sont fermées et les informations qui fuitent en direct du terrain sont évidemment très restreintes. Et puis, à ce manque d'informations s'ajoute effectivement un désintérêt de la part des différents États, de la communauté internationale de manière générale, vis-à-vis de ce conflit qui pourtant, comme le disait les Nations Unies, est l'une des pires crises humanitaires du XXIe siècle. Alors, il n'y a pas que le Musée national du Soudan qui a été victime des destructions à El Fasher, donc qui est une zone toujours occupée par les FSR. Le musée qui était dédié au sultan Ali Dinar a été détruit par un incendie. Donc là, les images parlent d'elles-mêmes, par un incendie provoqué par des bombardements en janvier 2025. D'autres musées, comme le musée El Geneina, Wad Madani, ont également été touchés. Et en réponse à ces destructions, le NCAM, donc sur lequel on va revenir tout à l'heure, a mis en place un département d'action d'urgence chargé d'évaluer les dommages et de mettre en œuvre des mesures de protection euh, pour ces sites-là. C'est des mesures qui sont assez restreintes et des moyens qui sont encore assez restreints. Euh, Évidemment, on a dit il y a des destructions volontaires, ciblées, il y a des destructions collatérales, et puis surtout, il y a l'appât du gain. Il y a l'appât du gain, puisque la majorité des collections sont pillées, puis transmises sur le marché noir. Donc, on ne compte plus les sites qui ont été pillés, comme Soba, qui se trouve au sud de Khartoum, sur l'île de Saï, notamment dans l'État du Nord, où des orpailleurs exploitent l'or à des fins financières, évidemment. Euh, donc, euh, donc ces sites-là sont majoritairement pillés. Et puis, en plus de ces destructions, ils sont détruits de manière, donc je disais, collatérale à cause des déplacements de population. Donc, alors, juste pour terminer sur la partie destruction volontaire, il y avait un centre de stockage qui avait été mis en place par le British Museum à Mara West et qui donc avait construit un centre d'accueil et de stockage pour les biens culturels présents à proximité. Et en avril 2023, il y a eu des images de Google Earth, donc comme quoi les sources ouvertes, ça sert également, qui ont suggéré quelques dégâts. Alors, quelques dégâts, c'était un moindre mot, puisqu'en fait, le NCAM a plus tard documenté toute la destruction du site, et là, l'image également parle d'elle-même. On est sur une destruction totale du site, des biens culturels qui s'y trouvaient, qui ont été soit anéantis, soit qu'on a mis sur le marché noir. Ces images, elles nous parviennent également parce qu'il y a, et on va les nommer ensuite, un certain nombre de conservateurs, d'archéologues qui, eux, restent sur place pour documenter la destruction, donc au péril de leur vie, et leur action doit être mentionnée et saluée. Occupation et destruction. Alors, destruction par l'occupation des sites par les populations locales, c'est une destruction collatérale. On a dit il y a un exode massif de la population et notamment de la capitale. On considère aujourd'hui que seuls 20 à 30% des 11 millions d'habitants que comptait Khartoum vivent encore dans la ville. Donc, on est sur un exode qui est quand même massif. Les populations se déplacent, laissant derrière elles tout ce qu'elles avaient, que ce soit des effets personnels, des souvenirs, des certificats, des titres de propriété qui leur sont, dont ils sont totalement dépouillés. Puis cette population n'a plus de moyens de subsistance. Alors on a de nombreux Soudanais qui se sont tournés vers l'agriculture, mais aussi vers l'extraction d'or, qui est une activité évidemment
comme on s'en doute, très dangereuses, mais aussi assez lucratives. Euh, et donc, on n'est pas forcément sur un pillage qui est institutionnalisé, comme on pouvait le voir avec l'État islamique en Syrie, en Irak. On est aussi sur un pillage, malheureusement, de circonstances, de subsistance qui est commis par la population. Et puis, au-delà même de ce pillage, on a de nombreux Soudanais qui ont été donc chassés de leur domicile et qui sont tentés de construire leur maison. Et donc, on a une concentration de cette population autour de sites archéologiques. Alors, on ne peut pas évidemment malheureusement leur jeter la pierre, mais on a une concentration de cette population authentique qui provoque indéniablement des dégâts sur le patrimoine culturel. Donc la situation encore et continue d'évoluer aujourd'hui. Et donc la question du relogement, de l'alimentation, de l'emploi devient, avec ce conflit, naturellement un sujet de préoccupation premier, aux dépens, malheureusement, pour notre point de vue, mais naturellement pour une vision plus globale, aux dépens du patrimoine. Euh, donc ces sites archéologiques sont menacés par les logements, par l'agriculture, par l'exploitation minière aussi autour de ces sites. Et donc le NCAM a pu, au cours des dernières années, faire enregistrer ces sites auprès du service topographique de l'État afin de limiter les risques de destruction. Donc on a encore une fois une vraie prévision de la part de ce groupement d'experts. Et donc, comme chaque présentation, on revient un petit peu toujours au même. Alors désolé, l'image est un petit peu de mauvaise qualité. On revient toujours à la question de la préoccupation des différents belligérants. Parce que les belligérants, pour le coup, eux, les destructions non intentionnelles, ce sont des arguments qui sont non recevables. Et comme chaque présentation, on se pose la question de l'intentionnalité derrière la destruction. Quelle motivation à détruire? Alors, euh, le but, c'est pas d'accuser l'un ou l'autre, exclusivement d'accuser soit les forces armées soudanaises, soit les RSF, parce que les forces armées soudanaises ne sont pas innocentes dans les destructions du patrimoine culturel. Quoi qu'il en soit, la majeure partie de ces destructions sont généralement, et ça c'est dans la documentation des experts qu'on a pu consulter pour la préparation de cette présentation, sont attribuées aux forces de soutien rapide. Le discours officiel de ce groupe insiste, et en fait c'est une constante dans toutes les présentations qu'on a faites, insiste sur la nécessité de réécrire l'histoire du Soudan. Ça rappelle peut-être à ceux qui ont assisté à la présentation sur l'Ukraine sur la volonté de la Russie de réécrire l'histoire de la Crimée notamment. Et donc, on est vraiment sur un petit peu une constante, hein. Le Soudan ne réinvente pas le processus, il adapte juste à sa situation. Et donc, les forces de soutien rapide cherchent à réécrire l'histoire du Soudan qui, selon eux, ne les représente pas en son état actuel. C'est un groupe qui cherche à ancrer ses racines, les racines de l'histoire du Soudan, dans le régime mahdiste, donc qui est le régime qui affrontait les futurs colonisateurs britanniques à la fin du 19e siècle pour conserver leur indépendance. Bon, alors on connaît l'histoire du coup, ce groupe-là, cet État-là va se faire battre par les Britanniques qui vont imposer leur vision au Soudan et vont les occuper pendant des dizaines d'années. Et donc ce groupe-là, les FSR, se repose énormément sur cet héritage historique glorieux des Mahdis qui ont lutté contre le colonisateur britannique. Donc quel est leur discours en fait? Euh, on détruit pour reforger une identité nationale. Déjà, ça, c'est le premier argument. Donc, on détruit des sites historiques, des sites culturels. Si les biens culturels, alors ça, c'est un argument qui est quand même tout à fait fallacieux, mais je trouvais ça intéressant de le mettre. Si les biens culturels ne sont pas détruits, bah, ils seront pillés par les autres belligérants et seront revendus sur le marché noir. Et donc, on détruit en prévision. Voilà, c'est de la destruction en prévision. C'est un peu une politique de la terre brûlée, ni plus ni moins. Et donc, si ces biens culturels ne sont pas détruits, ils seront pillés, mis sur le marché noir et ne seront jamais retrouvés. Et la recherche de leur provenance, même si ce n'est pas les termes qui sont employés par les FSR, la recherche de provenance sera très difficile et coûteuse. C'est un argument qui est quand même tout à fait fallacieux. Évidemment, ce discours, il a provoqué l'indignation au sein des communautés d'experts, notamment d'experts soudanais, mais qui n'a pas provoqué une réaction particulière chez les forces armées soudanaises qui sont préoccupées sur d'autres sujets, qui préfèrent consacrer l'ensemble de leurs ressources publiques à l'effort de guerre. Donc le patrimoine, lui, ne bénéficie pas d'un seul sou au niveau des ressources publiques et officielles soudanaises. Euh, Par ailleurs, un conseiller des FSR donc, avait déclaré en 2023 ou 2024, il me semble, en direct sur Al Jazeera, que
les FSR, en fait, ne sont pas seulement héritières des janjaouides de la fin des années 80, début des années 90 qu'on a mentionné au début de la présentation, mais que leur fondation, leur fondement remonte à 130 ans auparavant. Donc, ils se revendiquent héritiers de ce mouvement mahdiste qu'on vient de mentionner. Donc, c'est clairement une recherche de légitimité historique et identitaire. Et donc l'argument central, c'est la bataille de Karari à Omdurman. On revient à Omdurman à côté de Khartoum en 1898, donc qui voit les forces britanniques et les forces mahdistes s'affronter et qui met fin, donc, comme je disais, à l'État mahdiste et instaure un Soudan anglo-égyptien et qui continue aujourd'hui, plus d'une centaine d'années après, à hanter le conflit actuel. Donc il se base dans une logique de mémoire longue, alors qui est plus ou moins légitimes sur le plan historique pour ancrer leur légitimité. Ce qui explique en partie, qui ne justifie pas, mais ce qui explique en partie la destruction du patrimoine. Puisque les musées, les archives, les bibliothèques, les palais qui sont ciblés à Khartoum, notamment, sont les symboles d'une élite nilotique riveraine, celle qui a toujours contrôlé l'État soudanais et qui finalement a un petit peu instauré sa vision de l'histoire et de l'identité nationale. Donc en fait, détruire ce patrimoine, c'est ni plus ni moins détruire la mémoire d'un pouvoir perçu comme illégitime et oppresseur. Il y a eu des pillages volontaires, alors je pense avoir mis l'image, mais notamment en 2023 où il y a eu un pillage d'un musée qui a été totalement pillé et incendié par la suite. J'enverrai les photos, je pensais les avoir retrouvées, les avoir mis dans les slides, mais non. Euh, et ces arguments, alors, ils ne sont pas recevables, mais ils sont explicables. Pourquoi? Parce que le Soudan, bah, c'est un pays qui est héritier d'un système qui est quand même colonial. Et donc, il y a de nombreuses contradictions vis-à-vis de l'identité soudanaise. En fait, chaque région a un petit peu connu sa propre trajectoire historique pendant et après la période coloniale. On a eu de nombreuses ordonnances pendant la période coloniale qui ont amené une division de la population et qui ont empêché en fait cette population de construire une identité collective. Et même après l'indépendance, en fait, le Soudan n'est pas parvenu avec un récit national susceptible de rassembler la population. Euh, on est, pour revenir au conflit actuel, euh, et c'est malheureux, je n'ai pas retrouvé la photo, évidemment, la présence des FSR avec leur discours sur certains sites archéologiques suscite une inquiétude grandissante, notamment de la communauté nationale. J'essaierai de vous retrouver la vidéo, parce qu'on a une vidéo et des photos de soldats des RSF qui sont déployés près de Naga, et donc alors, du site de Naga notamment, qui est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO dans l'État du Nil, donc au nord du Soudan, et qui abrite des artefacts, des monuments datant du royaume chrétien de Méroé, qui abrite de nombreux autres artefacts qui sont rarissimes et qui ont potentiellement été détruits par ces forces de soutien rapide. Donc maintenant qu'ils ont prononcé ce discours, en fait, toute présence à côté d'un site archéologique, culturel, historique suscite une inquiétude grandissante. À cela s'ajoute, et des deux côtés pour le coup, un durcissement dans le discours un discours ethnique. Donc les deux, et particulièrement les FSR, recrutent sur la base de l'appartenance tribale, invoquent ce qu'on appelle la FASA, donc le ralliement des tribus autour d'un idéal commun, donc l'idéal que je vous ai présenté juste avant. Et puis les forces armées soudanaises recrutent aussi un petit peu sur la base tribale, moins que les FSR, puisque ils sont là pour aussi représenter l'État légitime, en tout cas tel que leur discours le laisse paraître, s'appuient sur des groupes paramilitaires et aussi, ap- en fait, mènent des actions de représailles contre tous les acteurs supposés collaborateurs présumés des FSR. Alors, est-ce que ça joue en leur faveur ou pas? Là, ici, ce n'est pas la question ici, mais cette partie tribale, elle est vraiment instrumentalisée des deux côtés, et particulièrement du côté des FSR. Euh, donc, euh, et à mesure que la guerre s'étire, les réseaux tribaux prennent de plus en plus d'importance et les FSR s'appuient évidemment dessus. Ils s'appuient sur des tribus arabes. On a vu que les non-arabes au Soudan ont pu, ces dernières années, notamment sous le régime d'El-Béchir, qui est un régime
islamiste, avec un durcissement de la loi islamique, que les tribus non arabes et particulièrement non musulmanes, qui sont deux choses vraiment distinctes, hein, on rappelle, il y a eu des massacres contre des parties de la population. Et on parlait des Massalites au début de la présentation, qui est une tribu, alors musulmane mais non arabe, donc vraiment l'aspect ethnique est encore plus important que l'aspect religieux. Et donc cette tribu non arabe mais musulmane a été massacrée par ces FSR, continue d'être massacrée par les FSR, et il était déjà pendant le régime d'El-Béchir. Donc ça fait plus de 30 ans qu'en fait ces populations-là sont victimes de massacres réguliers. Je pense que pour ceux qui suivent un peu l'actualité, notamment dans cette région-là, il y avait eu des vidéos et des images surtout qui étaient d'imagerie satellite, notamment Google Earth, de charniers entiers qui étaient organisés au Soudan. Et depuis le ciel, on pouvait voir la fumée de ces charniers, une fumée vraiment rouge. Voilà, je vous épargne les détails, mais qui témoigne de l'extrême violence du conflit actuel au Soudan. Et évidemment, le patrimoine, comme on disait, c'est pas que le patrimoine matériel, même si la Convention de La Haye qu'on applique à la règle et concerne le patrimoine matériel, il y a évidemment le patrimoine immatériel. L'identité des populations est dans un pays où il y a 570 tribus. Évidemment, vous vous rendez bien compte que cet aspect immatériel, il est primordial et il doit être absolument préservé. Donc ça fait partie aussi des enjeux aujourd'hui qui sont portés notamment par le NCAM. Et donc, ce qui m'amène à ce NCAM, il y a quand même une communauté de chercheurs, d'archéologues, de conservateurs, de spécialistes soudanais qui ont poursuivi leurs travaux malgré le conflit, soit sur le terrain directement, soit à l'étranger. C'est aujourd'hui ce que fait le NCAM, donc la National Corporation for Antiquities and Museums, pour l'accent anglais. Et c'est un conflit qui a été très difficile à cerner sur le plan patrimonial parce qu'il est extrêmement mobile. On l'a vu, ça mobilise une partie de la population. Il y a des exodes massifs assez réguliers. Donc c'est un conflit qui évolue quasiment au jour le jour. C'est un conflit qui est très dur à saisir d'un point de vue géographique, je dirais. Et donc, il était très souvent difficile de prévoir où les combats allaient se dérouler. Et donc, par conséquent, il est très difficile de savoir si le patrimoine va être ou non victime de ces affrontements. Alors, le NCAM a déployé un certain nombre d'efforts pour la préservation du patrimoine. Alors, pour revenir un petit peu sur la structure de ce NCAM, donc c'est un département de la fonction publique soudanaise qui a été placé sous tutelle du ministère de la Culture et de l'Information du Soudan au moment de sa création et qui est composée de trois sections interdépendantes, donc chargées respectivement de l'exploration archéologique du Soudan, de la restauration et, en troisième partie, la conservation des antiquités soudanaises. C'est une autorité de référence évidemment pour toutes les missions archéologiques étrangères qui opèrent ou qui ont pu opérer sur le sol soudanais. Et donc, c'est l'acteur un petit peu incontournable en matière de préservation du patrimoine dans la région, puisqu'il a contribué notamment à l'évacuation de nombreux l'évacuation de nombreux biens culturels de sites qui sont quand même emblématiques, on va y revenir. Et évidemment, tous les spécialistes ne sont pas présents à l'étranger. Alors, ce NCAM a relocalisé j'allais dire son siège social, ça fait un petit peu entreprise, en tout cas son centre gravitationnel au Caire, donc en Égypte. Et malgré tout, il y a quand même des experts qui sont restés sur place. Pour ne citer que, on a Mahmoud Souleymane Bachir qui gère le site entier de Méroé, donc tous les biens culturels qui s'y trouvent. Et puis Samir et Lamine, donc qui gère lui le site de Jebel Barkal. Donc peut-être deux des sites les plus emblématiques euh, du, euh, du Soudan. Alors, pour la partie française, et je parlerai évidemment de l'action qui est menée aussi par les autres partenaires étrangers, on a la section française de la Direction des Antiquités du Soudan, qui est physiquement implantée dans les locaux de la NCAM au Caire, qui a mené un soutien continu, notamment au musée de Kerma, au musée national du Soudan, et notamment dans la publication d'un catalogue trilingue qui a été conduit avec le musée de Kerma ce centre-là, alors avec notamment le soutien ce service-là avec le soutien du Louvre,
à mener un musée, un projet de musée virtuel basé sur des objets exposés au Musée national du Soudan. Et donc, voilà, je crois, si je ne m'abuse, sur la base de ce qui m'a été communiqué hier, que ce projet est en cours de finalisation et que dans les semaines, mois à venir, il pourra être accessible s'il ne l'est pas déjà. Voilà, une information à rechecker. On pourra recroiser les sources si nécessaire. Mais voilà, un projet qui est mené par des Français, donc par un service français en lien avec les autorités soudanaises pour faire revivre, alors de manière virtuelle pour le moment, le musée national du Soudan, dont on a vu les dégâts qui ont été commis sur le plan physique et réel cette fois-ci. Évidemment, il y a eu d'autres projets qui ont été mis en place. Alors peut-être le plus important, c'est le comité d'intervention d'urgence qui a été mis en place dès avril 2023. Donc vraiment, ils n'ont pas attendu que le conflit s'enlise pour mettre en place ce comité d'intervention d'urgence qui a vocation à évaluer les dommages commis contre le patrimoine soudanais, de prendre en charge des mesures de protection lorsque cela est possible et qui contribue également à la sensibilisation d'un large public à l'étranger, mais aussi sur les territoires soudanais, on va le voir, quant aux menaces qui pèsent sur le patrimoine soudanais. Euh, pour ne citer que quelques partenaires, ce NCAM travaille depuis 2017, donc bien avant le conflit, mène des projets avec l'Institut archéologique allemand, le DAI, sur l'élaboration d'un registre numérique des sites et monuments archéologiques du Soudan. Ils ont mis en place une carte interactive pour aider le personnel resté au pays à préserver le patrimoine culturel. Donc, on a mentionné nos deux interlocuteurs, enfin, qui ne sont pas les interlocuteurs de la DELPAT, mais les deux experts qui sont restés sur place. Donc, c'est Mahmoud Soliman Bachir et Sami Elamine qui sont au péril de leur vie, des experts qui continuent de préserver le patrimoine sur place. Donc, tous les deux sont également, j'aurais dû le mentionner, responsables de la sécurité des sites archéologiques des États du Nil, des États, donc des États du Nil et du Nord, respectivement et qui en fait doivent avoir des journées quand même très chargées parce que en fait c'est un conflit comme on disait qui évolue de manière assez, je dirais pas aléatoire, mais qui nécessite une attention constante et en fait qui nécessite une attention constante sur les sites parce qu'un site qui peut être menacé aujourd'hui ne le sera plus demain et inversement, et cette menace elle évolue au gré des conflits. Pour ne donner qu'un exemple, on parlait du raid qui avait été mené contre l'aérodrome à côté du site de Méroé. Au début de la guerre, c'était un point névralgique du conflit. Alors, pendant une année, il y a eu des menaces constantes sur le site de Méroé qui a été heureusement épargné, mais qui, après l'évolution du conflit, une année après, n'était plus du tout menacé. Donc aujourd'hui, malgré tout, ce site de Méroé et le musée de Méroé, le musée archéologique, a fait l'objet d'une évacuation vers l'autre rive du Nil, dans un refuge sécurisé qui est situé au niveau du musée de Jebel Barkan. Euh, A contrario, l'état du Nil qui avait été préservé pendant la première année de la guerre, toute proportion gardée évidemment, est devenu particulièrement dangereux au cours de la deuxième année du conflit, lorsque les FSR ont consolidé leur contrôle sur Khartoum, donc la partie nord de la capitale, donc Khartoum Nord, et qui ont lancé des raids dans cette zone-là, notamment sur des sites archéologiques. On mentionnait le site archéologique de Naga, où on avait eu ces images, donc je vais tenter tant bien que mal d'essayer de vous retrouver sur le site de Naga qui avait été occupé par les FSR et qui avait fait l'objet d'une attention quand même toute particulière de la part des experts qui craignaient des destructions et des représailles contre le patrimoine. Alors le bâtiment de fouille de Naga quand même avait été complètement pillé, donc il y a quand même eu des dégâts sur ce site-là. Euh, je reviens sur la partie vraiment NCAB, sensibilisation. Il y a eu des conférences, de nombreuses conférences qui ont été mises en place dans des centres qui sont vraiment des centres spécialisés, notamment une conférence dans le centre d'études méroïtiques, pardon, à Münster, donc en septembre 2024. Il y avait eu, peut-être pour certains, vous vous en souvenez, où vous aviez assisté, une conférence au Louvre qui avait été menée par Shadia Drabo, qui est peut-être la spécialiste actuellement en plus en France sur ces questions-là et qui fait un travail absolument formidable et nécessaire pour la préservation du patrimoine. Et puis d'autres projets qui ont été soutenus par notamment le Cultural Emergency Response pour le transfert des œuvres, le transfert des œuvres qu'on vient de mentionner, donc du site de Meroé vers le refuge de Djebel Barkal. Euh,
Il y a eu un certain nombre aussi de mesures prises pour lutter contre la destruction directe du patrimoine. Et l'une des premières, en fait, c'est une action qui est assez basique et à laquelle on ne pense pas forcément. C'est la première mesure, vraiment, ça c'est un article qui a été rédigé par un des membres du NCAM, c'est de mettre en place un groupe WhatsApp, tout simplement pour surveiller les musées et bâtiments à signaler et pour définir le niveau de risque vis-à-vis de ces biens culturels. Donc en fait, pas besoin de mettre en place des mesures euh, très administratives, très compliquées à mettre en place. Un simple groupe WhatsApp fait le travail. Alors ça fait pas tout, mais c'est un premier pas qui avait été franchi et qui a fait preuve de son efficacité tout en étant un moyen très efficace de surveiller les potentielles destructions sur place. Il y a eu évidemment des projets de sensibilisation sur place, notamment une sensibilisation de la population locale. Alors, c'est un projet qui s'appelle le projet archéologique de Djebel Barkal, qui porte l'acronyme JBAP. Donc, il y a un projet conjoint entre le NCAM et le musée d'archéologie Kelsey de l'Université de Michigan. Donc, quand je dis que la communauté internationale est quand même très investie dans la communauté internationale d'experts parce que le grand public connaît moins la situation. Les experts internationaux sont très investis, qu'ils soient français, britanniques, allemands, américains et j'en passe. Et évidemment, soudanais localisés à l'étranger. Voilà, il y a une communauté internationale qui est assez soudée autour de ce patrimoine euh, soudanais, mais qui gagne encore, je pense, à être connu. Et donc, ce GIBAF s'appuyait sur une subvention existante pour la conservation participative, donc qui existait bien en amont du conflit, et qui était un fonds de l'ambassadeur pour la préservation culturelle du département d'État américain. Donc, je passe les détails. Et qui a malheureusement été annulé par l'administration Trump en février 2025. Mais ce projet, qui était construit autour d'un modèle collaboratif, euh, permettait la préservation, la sensibilisation vis-à-vis du patrimoine soudanais et qui était un modèle collaboratif, donc conjointement entre des chercheurs internationaux, notamment américains, et des praticiens soudanais. Donc c'était un projet qui était quand même très vertueux et qui permettait de sensibiliser en grande partie des activités de sensibilisation d'un grand public soudanais, notamment de la jeunesse, pour montrer que le patrimoine aussi, c'est un vecteur de cohésion sociale, malgré tout, mais aussi des experts sur place. Alors, pas forcément que des conservateurs, mais aussi du personnel du tourisme, ni plus ni moins. Alors, même si le conflit est malheureusement loin d'être résolu, il faudra penser à l'après, et on l'avait déjà mentionné à plusieurs reprises lors des présentations précédentes, le patrimoine et le tourisme est un vecteur notamment non seulement social, mais aussi financier, économique, de relance d'un pays. Donc, c'est des choses qui sont déjà prises en compte par ces experts-là. Donc, voilà quelques exemples d'actions de formation, notamment sur le site de Meroé. Et puis, le financement d'activités archéologiques, de fouilles préventives, permet notamment de retrouver des biens culturels qui étaient enfouis et qui n'auraient peut-être jamais été retrouvés s'il n'y avait pas eu ces fouilles de sauvetage. Alors là, on est euh, sur une fouille qui a été conduite par Mahmoud Souleymane Bachir, qui a découvert une statue de lion de la période méroïtique lors des fouilles de sauvetage qui ont été conduites en 2023. Donc il y a quand même un aspect vertueux dans ces fouilles de sauvetage, c'est de sauver de fouiller avant que d'autres acteurs moins bien intentionnés fouillent et eux découvrent par exemple cette statue de lion et qu'ils en fassent un usage beaucoup moins bienveillant que les archéologues eux-mêmes. Euh, pour revenir et conclure un petit peu, pour boucler la boucle, en mars 2025, les forces armées soudanaises donc, ont repris le contrôle de Khartoum, notamment le quartier Al-Mogran, qui est riche en musées, en institutions culturelles et qui était jusqu'ici donc sous contrôle, et on le voit là, les destructions quand même colossales, sous le contrôle des RSF depuis 20 mois. Euh, on a pu à ce moment-là obtenir des photographies du musée, notamment du musée national du Soudan, qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, qui montrent l'ampleur des dégâts subis par le bâtiment et ses abords. On a d'autres sites malheureusement qui ont été pillés, totalement détruits. Là, on a choisi de mettre le musée ethnographique après un incendie qui a été provoqué par les occupants, mais la liste est malheureusement très longue. Et, euh, et donc, pour un petit peu conclure et laisser le temps pour les questions, en fait,
dans une société, pour soulever quelques questions peut-être, dans une société qui est majoritairement et manifestement fracturée sur le plan culturel, sur le plan ethnique, sur le plan religieux aussi, le patrimoine peut être un bon moyen finalement de recoller un petit peu les morceaux, si on peut le dire ainsi. Pourtant, dans la situation au Soudan, qui est quand même qualifiée encore une fois comme l'une des pires crises humanitaires, on peut se poser s'il est éthiquement justifiable à ce stade d'investir dans le patrimoine. Alors, ça fait partie des questions qui peuvent être soulevées. On peut peser le pour et le contre dans une société où il y a un exode massif, des milliers de morts. Est-ce que le patrimoine est une priorité? Actuellement, c'est quand même des acteurs qui sont localisés à l'étranger, qui agissent en faveur du patrimoine local, même si on a quand même noté la présence d'experts locaux, même s'ils sont en nombre très restreint. Et se pose aussi la question de l'après. Qu'est-ce qu'on reconstruit en premier? Avec 570 tribus et ou ethnies, qu'est-ce qu'on reconstruit en premier? Quelle est la priorité? C'est une question qui doit d'ores et déjà peut-être être posée. Et puis surtout, quelle justice pour ces destructions-là? Et c'est ce que les experts soulignent, quelle sera la part de responsabilité, notamment, je perds mes mots, pas juridique, mais pénale et juridique des acteurs qui ont détruit le patrimoine? Est-ce que un procès au format Almadi, qui avait détruit les mausolées de Tombouctou en 2012, est-ce qu'un procès comme celui-ci pourrait avoir lieu dans le cadre du Soudan, qui reste un conflit qui n'est pas euh, qui reste marginal, en tout cas dans le traitement de la presse internationale, dans le traitement de la communauté internationale, où seuls, en fait, finalement, des experts du Soudan et du patrimoine s'intéressent. Donc, il y a vraiment toutes ces questions-là qui méritent d'être soulevées. Certainement plein d'éléments qui pourraient faire l'objet d'une seconde conférence, mais je vais m'arrêter ici pour laisser un petit peu de temps aux éventuelles remarques, questions, et vous remercier pour votre attention. Je ne sais pas si c'est des questions peut-être dans le chat, des remarques, ou des questions même sur les précédentes présentations, parce que c'est la dernière. Donc, peut-être peut-être des remarques. Peut-être qu'il y a des archéologues aussi dans le public qui souhaiteraient apporter leur regard, n'étant moi-même pas archéologue. Voilà, je vous laisse la parole. C'est une question dans le chat. S'il n'y a pas de questions, je vois qu'il y a des gens du SFDAS peut-être qui voudraient apporter leur vision. Je ne sais pas. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, excusez-moi d'intervenir. Faiza Drissi de la CEFDAS. Je suis désolée, je me suis connectée extrêmement tardivement à cause d'une réunion que j'ai malheureusement pas pu déplacer. Donc j'étais en train d'écrire sur le chat s'il y avait possibilité, j'ai vu que la conférence était enregistrée et je suis vraiment venue arriver vers la fin, donc je me demandais s'il y avait la possibilité de la revoir via une autre. oui, je pense que le bouclier bleu va la mettre en ligne. Je pense qu'il la mettra en ligne. Je ne sais pas s'il l'avait fait pour les anciennes présentations, mais je pense que oui. Et Sur le- parce qu'à chaque fois, je promets, j'enverrai toutes les slides des différentes présentations, que ce soit celle-ci et les précédentes. Parce qu'à chaque fois, je promets de les envoyer. Finalement, je ne le fais pas. Donc là, cette fois-ci, je vais m'y atteler. Donc vous aurez aussi le contenu visuel. Merci beaucoup et merci pour cette conférence. J'ai malheureusement assisté qu'au dernier tiers, je crois, donc vraiment navré. Très bien. Bon, on a mentionné l'action Nos collègues du Louvre vous ont rencontré lors d'une conférence à un colloque à Pau. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, la CEVDAS faisait partie des personnes qui communiquaient avec eux sur les activités des institutions françaises. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. S'il n'y a pas plus de questions, remarques, même sur les précédentes, peut-être qu'on va conclure. Il fait très chaud pour tout le monde, j'imagine. Tout le monde a envie d'être tranquille.
Très bien. Bah, j'ai loupé d'autres présentations. Est-ce que c'est possible de toutes les mettre? Oui, je mettrai toutes les présentations. J'enverrai tout au bouclier bleu qui pourra les mettre en ligne pour que vous puissiez y accéder. Bon, s'il n'y a pas plus de questions, on va pouvoir conclure un peu plus tôt que prévu, mais le principal, c'est que vous ayez les informations. Et je vous dis très certainement à l'année prochaine pour un nouveau cycle de conférences d'ELPAT Bouclier Bleu. Alors, une intervention d'hier. Oui, j'écoute la question sur l'intervention d'hier. Oui, bonjour. Je sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, pardon. C'est un peu une question touchy par rapport. Il me semble avoir compris. Cette année, j'ai pas trop participé. C'est la seule à laquelle j'ai pu participer, mais j'avais participé l'année dernière. Et il me semblait avoir compris que vous insistiez sur l'importance aussi euh, de la DELPAT et des militaires sur le terrain français pour le patrimoine. Mhm. Donc j'ai pas mal compris, on est d'accord. Ouais, c'est vrai. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer la sous-préfète de ma région, Mhm. enfin de Liévin, et j'en ai parlé avec elle et elle n'était pas tout à fait d'accord. Et du coup, je suis un peu perdue. Et j'ai Alors, vu avec mes chefs que je direct. rediscuterai avec vous parce qu'elle m'a dit que vous aviez un rôle externe, essentiellement les militaires, et pas interne. Et du coup, elle a squeezé un peu le sujet. Du coup, je me suis Mhm. dit que je pouvais en rediscuter avec vous. Alors, formellement, effectivement, les militaires aujourd'hui n'ont pas mené d'action dans le cadre d'un conflit armé sur le territoire. Si on parle vraiment de Mm, la France sur le territoire national, et pour cause, la mm, France. mm. Maintenant, la question, c'est de former les militaires à être prêts à intervenir euh, sur le territoire national comme à l'étranger pour la protection des biens culturels. Donc ça, c'est le rôle que joue la DELPAT. Donc c'est de nous rendre aptes demain, s'il y a un conflit, à avoir quelqu'un, un officier, par exemple qui conseillerait le commandement sur les actions patrimoine à mener et qui s'intégrerait dans sa mission. Donc, euh, tout d'abord, le but, c'est pas de faire de la mission patrimoine une mission à part entière Mm. où on agirait un petit peu comme bon nous semble. On n'est plus comme pendant la Première Guerre mondiale où c'est des sections qui étaient quand même assez libres de leur mouvement. Là, c'est le but, c'est d'intégrer le patrimoine dans l'ordre et dans la mission du chef, d'en faire une mission à part intégrée à en faire une sous-mission intégrée à la grande mission, en fait, si on préfère. Donc oui, ils ont un rôle à jouer. D'ailleurs, les militaires jouent un rôle sur le territoire national à plein d'égards qui n'ont rien à voir avec le patrimoine et pourraient très bien jouer un rôle dans la partie conflit armé. Parce que demain, s'il y a un conflit armé en France, ce que personne n'espère, mais que les conservateurs ne sont plus en mesure d'assurer la protection de leurs œuvres, bah, tôt ou tard, que ce soit de manière formelle ou informelle, ce sera le rôle des militaires que de protéger ce patrimoine. Euh, Donc donc, c'est soit elle a voulu évincer la question parce qu'elle considérait que c'était pas de mon niveau, soit il y a un manque de communication qui est remonté jusqu'à elle. bah, au niveau du territoire national, en fait, aujourd'hui, il n'y a encore rien qui a été formalisé. C'est-à-dire que les Mm. armées agissent dans leur coin, la culture agit dans son coin, les préfectures agissent dans leur coin. Alors même s'il y a un dialogue qui a été instauré, mais c'est un dialogue informel. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été mentionné hier par le ministère de la Culture, c'est qu'il y a Mm, un mm, comité consultatif qui est en train d'être mis en place, et son rôle, c'est de coordonner mm, la protection des biens culturels sur le territoire national en cas de conflit armé. En mm. premier lieu, évidemment que si on parle patrimoine, euh, si on parle de prévention et que le conflit armé n'est pas encore arrivé sur le territoire national, c'est évidemment le rôle de la culture, des préfectures, en bref, toute la chaîne actuelle de jouer un rôle. Maintenant, s'il y a un conflit armé, bah, les gens au premier plan de ce conflit armé, c'est pas les préfets, c'est pas le ministère de la Culture, c'est les militaires. Et, et qu'on le veuille ou non, Léo, je qu'on suis ravie. qu'on le veuille ou non, en fait, les militaires seront au premier plan. Après, effectivement, on peut ne pas être d'accord avec cette vision-là. C'est la vision que la Delpat porte.
Le but, c'est pas de dire qu'on supplante le ministère de la Culture, qu'on supplante la préfecture. Les armées, encore une fois, n'agiront pas comme bon leur semble sur leur patrimoine. On répondra à un mandat qui nous sera donné. Maintenant, si demain la préfecture ou le ministère de la Culture et ou le ministère de la Culture décide de ne pas donner de mandat aux militaires, bah, ce sera leur problème. Nous, on se sera manifesté et finalement, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes si le patrimoine est partiellement ou totalement détruit. Voilà. C'est ce qu'on disait hier. Dans protection du patrimoine en temps de conflit, bah, il y a la protection du patrimoine, et ça, on entend parfaitement, et d'ailleurs du personnel des musées, puisque c'était aussi l'objectif de souligner ça hier lors de la conférence. Ça, je reconnais naturellement que c'est le rôle de la culture, de la préfecture, de toute la chaîne actuelle, mais il y a aussi conflit. Et conflit, ce sont les armées. C'est pas le personnel, aussi compétent soit-il, du ministère de la Culture. Ce seront les conservateurs, certainement, mais il faut pas découvrir demain, et après je m'arrêterai ici, mais il faut pas découvrir demain que, en fait, les musées en dehors de Paris, parce que c'est aussi le problème en France, c'est que c'est très centralisé, que les musées en dehors de Paris, bah, en fait, n'ont ni interlocuteur au niveau des pompiers, ni interlocuteur au niveau militaire, ni aucun interlocuteur, et qui se retrouvent un petit peu démunis face à la potentielle destruction de leur patrimoine. Et c'est pas à ce moment-là qu'il faudra aller voir les militaires en disant, ah oui, mais écoutez, alors j'accuse personne, attention, mais c'est pas à ce moment-là qu'il faudra se réveiller. C'est pas à ce moment-là qu'il faudra se dire, tiens, est-ce que les militaires jouent un rôle? Quelle est leur place dans le dispositif? Et c'est tout ce que le CCN essaye justement de clarifier aujourd'hui, et à nous aussi et c'est ce qu'on fait depuis 3 ans, même plus, de montrer un petit peu de patte blanche auprès de ces différents acteurs, de leur montrer que les militaires jouent un rôle, peuvent jouer un rôle, ont une expertise et qu'elle est à leur disposition, et que bah, s'ils s'en saisissent, tant mieux. S'ils s'en saisissent pas, tant pis, je changerai de métier. Et merci. Et je crois que quand j'en ai parlé à ma directrice, elle m'a dit que ça l'intéresserait éventuellement de dialoguer avec vous et Avec pourquoi grand pas de vous faire plaisir. venir sur le site. Je vous écrire un mail dans le chat. Vous m'envoyez un mail à cette adresse. Hop. Hop, voilà. Vous pouvez m'écrire à cette adresse. Je vous l'ai mise dans le chat. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Bon, si pas d'autres remarques, questions, on va s'arrêter ici. Je vous remercie bah, de votre attention, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour certains d'avoir assisté à tout ce cycle de webinaires qui, j'espère, normalement sera mis en ligne. Je crois qu'il y a une ou deux conférences qui n'avaient pas été enregistrées, mais je vous donne en tout cas toutes les diapositives pour que vous puissiez les consulter comme bon vous semble. Voilà. Et puis, bah, l'année prochaine, pour certains, j'imagine, et à très bientôt pour le reste sur d'autres sujets.